intéresse, mais je dirais quand même un petit mot. Khalid Haji, il est docteur en langue et littérature anglaise au Paris-Sorbonne. Et le secrétaire général, il est secrétaire général du Conseil européen des Oulémas marocain, COM, et président du Brussels Forum of Wisdom and World Peace. Essayiste et romancier, il a notamment publié chez l'Harmattan, chez les éditions L'Harmattan, Laurence d'Arabie ou l'Arabie de Laurence. Aussi de l'étroitesse de la modernité vers un espace de créativité arabo-islamique. Et son roman aussi qu'on avait accueilli aussi autour de lui, c'est le Abdurrahman wa Bahar. Donc aujourd'hui, comme je viens de dire, nous l'accueillons pour discuter de son nouveau livre. Un livre que je l'avoue bien sûr très riche, très intéressant, mais il est vraiment déconcertant au niveau de sa manière d'aborder les sujets, de sa manière d'analyser les phénomènes, que ce soit les phénomènes relationnels entre les civilisations ou bien les phénomènes théoriques. C'est une forme d'approche originelle qui, bien sûr, qui est ancrée dans le background culturel et philosophique du professeur Haji, à savoir la philosophie et la littérature. Mais on voit que vraiment cette approche, elle enrichit, elle élucide, elle réoriente l'interprétation de certaines thématiques qui sont vraiment à la croisée de cette relation très complexe qui est la relation de l'islam à l'Occident, bien de l'Occident à l'islam. Donc, tout d'abord, je voudrais interpeller questionner cher professeur, par rapport à cet intérêt à cette relation qui est maintenant une relation très complexe et très problématique de l'islam à l'Occident. Ça fait un bout de temps que maintenant que les musulmans s'intéressent à cette relation. Quel est l'intérêt de continuer à s'intéresser? Est-ce que ce sont pour des besoins tout à fait théoriques et philosophiques, ou bien c'est la nécessité de l'histoire, la nécessité géographique, la nécessité des relations humaines? Shukran, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En tout cas, un très grand merci pour l'invitation. Un grand merci à Khaïla de m'avoir donné l'occasion d'interagir avec vous et puis de présenter le livre, qui est autour, c'est vrai, d'une thématique un peu galvaudée. On a l'impression que c'est une thématique qui est galvaudée et qu'on en a tout dit, mais à mon sens, il reste encore à dire. En fait, il y a 2 semaines de ça, j'étais avec un commerçant et il m'a dit une chose qui m'a interpellé. Il m'a dit, écoutez, parfois c'est beaucoup plus difficile de changer sa culture que de changer sa religion. Et les gens ne s'en rendent pas compte. Que parfois, on est imprégné par sa culture et on confond cette culture avec sa religion. C'est question d'appartenance et de croyance. Parfois, vous savez, on a la croyance et l'appartenance. C'est que Amin Maalouf évoque dans son livre, je crois, non, Désorienté. En visitant le Liban, le héros de son roman, il va s'entretenir avec un religieux, le religieux qui va nous dire, oui, nous les orientaux, nous avons la croyance. Et au
au héros du livre de rétorquer, non, non, je suis désolé, la croyance est en Occident, nous avons l'appartenance. Parfois, on confond l'appartenance et la croyance. Je trouve que la relation entre Islam et Occident, bien sûr que tout ce qui monte converge. Tout ce qui monte converge, et les religieux, ils peuvent se mettre d'accord, s'accorder sur certains principes de fond, des fondements. Mais il y a le détail quotidien et le détail culturel qui empêche, ou bien qui fait que les gens ne peuvent pas, parfois, entretenir une relation convenable, et qu'il y a des tensions. Moi, ce que j'ai essayé de faire, dans ce livre, c'était, je le dis dans la conclusion, que le lecteur peut-être sera déconcerté, il aura l'impression que je n'ai fait que labourer la mer. Je n'ai fait que labourer la mer. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'une pensée erratique. Je ne fais que nomadiser, exercer un peu le nomadisme intellectuel. Et puis, comme je l'ai intitulé en anglais, Encounters, des rencontres in no man's land. Des rencontres avec, au fil du temps, des rencontres qui me permettent de revisiter mon histoire en tant que musulman, arabo-musulman, ma langue et tout, et s'approcher de la culture de l'autre. Je le dis dans un chapitre où je parle de... Quand j'ai commencé à apprendre la langue allemande, j'ai découvert que nous vivons vraiment dans des mondes conceptuels différents. Et on avait des conceptions très différentes du temps, de l'espace. La gestion du temps et comment on habite le temps. Les philosophes allemands du XVIIe, XVIIIe siècle, ils disaient qu'il s'agit d'une grammaire existentielle, la grammaire d'existence. La grammaire n'est pas uniquement une grammaire pour écrire, mais c'est une grammaire existentielle. Abu Hayyan Tawhidi, par exemple, disait il voyait qu'il y a un rapport entre le haraka et le mutaharrik. Donc il y a une grammaire d'existence. J'ai découvert que nous habitons le temps différemment et nous habitons l'espace également différemment. Quand vous vous levez à 6 heures du matin et un Allemand, il va vous demander quelle heure il est, il va vous dire Wie spät ist es? How late? Combien c'est tard? Moi j'étais bouche bée à entendre un Allemand me demander quelle heure il est. La question n'est pas neutre, il ne va pas vous dire quelle heure il est, mais il vous dit que combien c'est tard. C'est-à-dire, il vous donne l'impression que vous êtes, comme on dit en anglais, behind schedule. Vous êtes déjà en retard. Vous commencez votre journée avec un déficit de retard. Vous courez après le temps. Alors que moi, en tant que méditerranéen, arabo-musulman, venant d'une autre culture, ma conception du temps, elle était tout autre. C'est une autre conception. On habite le temps différemment. La conception du monde aussi, elle est différente. Un anglo-saxon a une conception du monde différente de notre conception du monde. Donc c'est une richesse. C'est une richesse. Là, il y a une richesse, c'est-à-dire, en approchant une autre culture, on revisite sa propre culture, sa propre langue, et on s'enrichit. On n'est pas dans un dualisme desséchant, mais on est plutôt dans une dynamique de rencontre qui permet de connaître l'autre, mais en même temps de se connaître soi-même. Et ça, c'est le sens profond de Ayat al-Ta'aruf, c'est une question fondamentale. Alors, je dis que parfois on a l'impression, on se donne l'illusion que nous connaissons l'autre. Mais au fur et à mesure, on découvre qu'à chaque jour, il y a des choses à apprendre lorsqu'on approche la culture de l'autre. Et on reste toujours étranger à cette culture. Toujours il y a des choses à apprendre de la culture de l'autre et de la langue de l'autre. Sa conception, sa vision des choses, ça reste quelque chose de très stimulant. Donc, la question de l'islam et de l'Occident, c'est question, il y a un conflit culturel et il s'agit de œuvrer dans le sens de transcender ces cloisons, de déconstruire ces cloisons pour émerger dans une cohésion un peu harmonieuse, et c'est possible. Et aussi, ça peut paraître un peu déroutant aussi de parler
l'islam et l'Occident dans la mesure où l'islam, comme on le sait, c'est une religion, Oui. Donc dans un premier temps. Mais l'Occident, bien sûr, si ce n'est pas un territoire géographique, c'est aussi un concept un peu très vaste et très on va dire, controversé. Alors, comment comparer, pourquoi ramener ce duo comme ça à l'opposition, l'islam et l'Occident? Fondamentalement, quand on parle de la civilisation arabo-musulmane, elle se définit par rapport à la religion, qu'on le veuille ou non. On n'est pas encore sorti du religieux. L'Occident ne se définit pas par rapport à la religion, mais il se définit par rapport à un espace. Mais nous, dans l'ère culturelle arabo-musulmane, la religion, elle joue encore un rôle primordial, fondamental, ce qui fait qu'on se définit par rapport à la religion. Il y a l'orientaliste Montafez, l'espagnol, qui dit que par exemple un jour, ou bien la civilisation arabo-musulmane est aussi en train de sortir du religieux pour se définir autrement. Donc il y a des choses qui se trament au sein de la société arabo-musulmane pour l'instant, qui feront qu'un jour, nous aussi, on se définira par rapport à l'espace géographique plutôt que religieux. Mais en tout cas, je n'invente rien, mais je ne fais que reprendre l'antithèse qui existe déjà, l'islam en tant que bloc civilisationnel, comme il a été entendu par Oswald Spengler par exemple, le célèbre historien qui a écrit Der Untergang des Abendlandes, le déclin de l'Occident, et qui lui qualifiait le bloc civilisationnel qui est né dans, si vous voulez, qui a été imprégné par l'islam. Donc ces questions de terminologie, toujours est-il, la question elle reste très pertinente, ça a un sens. Donc, est-ce qu'on ne se tromperait pas si on mettait l'islam en face de l'Occident? Mais je peux dire que moi, en tant que musulman évoluant en Occident, ça justifierait en fait, en quelque sorte, cette antithèse islam et Occident. Alors, à la suite du poète britannique Kenneth White, vous dites que un langage biocosmopoétique est nécessaire, s'avère nécessaire pour notre temps. Alors, est-ce que l'approche rationnelle a prouvé ses limites, ou bien la raison a été, a montré ses limites dans l'approche de ce genre de relation complète? Je ne dois pas vous le cacher. Hier, j'étais en train de lire un livre qui s'appelle The People versus Tech. The People versus Tech. C'est-à-dire que c'est le peuple face à la technologie. Nous sommes vraiment dans un monde nouveau. Même ce que je viens d'écrire est peut-être dépassé. Peut-être, comme on dit en anglais, I am an old hat. Je suis démodé, ou bien, quoique le livre dépassé, quoique le livre ait été écrit qu'il y a peut-être une année, mais quand même, on sent que le monde va tellement vite aujourd'hui. Comme le formule très bien Hartmut Rosa, le sociologue allemand de Francfort, qui a écrit Beschleunigung, accélération. On vit dans un monde où les choses évoluent tellement vite. Et la technologie prend le dessus. Maintenant, pour la première fois dans l'histoire, il y a deux termes grecs qui s'entrechoquent. C'est la technologie et la démocratie. Démocratie et technologie qui s'entrechoquent. Nous vivons dans un monde qui est totalement nouveau. Et peut-être le terme poétique ne veut absolument rien dire. Mais ça représente quand même une dimension fondamentale de notre existence. Une définition de l'être, la philosophie, la pensée, essaye de définir l'homme, c'est-à-dire le figer son identité. Le marxisme, ce isme, essaye de donner une définition de l'homme. Freudisme, capitalisme, ce sont des définitions avancées pour qualifier ce que c'est l'homme. Mais toutes ces définitions
si vous voulez, ils essaient d'extraire le singulier, pour l'universel. Et on oublie parfois des dimensions. La dimension bio, cosmo-poétique, comme le dit très bien Kenneth White. Nous sommes des êtres biologiques, nous partageons beaucoup de choses avec les êtres biologiques. Nous avons cet aspect de animalité, nous sommes des animaux en quelque sorte qui bougent, qui se meuvent. Nous partions au règne animal dans le sens où on n'est pas des végétaux, on bouge. Nous avons cette dimension biologique, on est des êtres biologiques. Et en même temps, biocosmo, nous avons cette appartenance au cosmos, cette dimension qu'il ne faut pas oublier. On n'appartient pas uniquement à la police, à la cité. Parce qu'il y a des gens qui essayent de nous donner de nous définir en termes de cité. Ils nous donnent une identité citifiée, si vous permettez. C'est-à-dire, notre destinée, notre destin, nous sommes des êtres qui sont condamnés à vivre dans un espace restreint qui est la cité. Et on oublie la dimension cosmique. Nous appartenons au cosmos. Donc nous avons cette dimension biologique, cosmique, et puis poétique, c'est-à-dire nous avons le don de parler une parole poétique, dans le sens où cette parole nous permet de communiquer avec ce cosmos, comme le disait bien Arthur Rimbaud, le poète français, qui disait il y a une relation entre le mot, le moi et le monde. Le mot, le moi et le monde. C'est-à-dire c'est le mot, la poétique, le langage, la langue, qui permettent de donner un sens à notre existence, en ceci qu'elle nous permet de rentrer en rapport, de mettre en rapport le moi et le monde. Donc la dimension poétique, elle est nécessaire. D'où cette définition bio-cosmo-poétique. Elle est fondamentale. Aujourd'hui, nous sommes réduits à des êtres presque numérisés. Maintenant, on parle d'identité numérique. On perd de vue cette dimension cosmique de notre existence, et on est réduit à des êtres facebookiens, ou bien des êtres qui vont passer tout leur temps à surfer, à suivre l'information, et notre dimension, vraiment, on est coupé de cette sensation d'appartenir au cosmos. On n'appartient plus au cosmos, on évolue dans des bulles fermées. Des bulles fermées, et on a l'impression que c'est le monde. Non, le monde, je suis désolé, c'est autre chose. Le monde, c'est déserter, c'est-à-dire prendre le désert, prendre le large, évoluer dans des espaces ouverts. En lisant Antonin Artaud, le célèbre écrivain et playwright, dramaturge français, il vivait dans un malaise à Paris, et à un moment donné, il a visité l'Atlas au Maroc. Et il dit que c'est la première fois que j'ai eu la sensation de l'espace. Parfois, quand on vit dans une cité fermée, on n'a pas la sensation de l'espace. Et on n'a rien à apprendre aux autres que les futilités. Il y a un poème, justement, de Kenneth White, où il dit If we had only those few scattered rocks on the shore, the wind tonight blowing hard would rain over the sea. Et si on n'avait que ces rochers aujourd'hui, the wind blowing hard would rain over the sea, et il y a la nature, le vent et tout qui souffle, quand bien même il nous reste des choses à apprendre. Pourquoi? Parce que peut-être, perhaps one who knows even one rock thoroughly, peut-être quelqu'un qui connaît un rocher, qui le connaît bien, est capable d'adresser une parole aux autres, mieux que celui qui vit dans une cité qui ne lui apprend rien. Parfois dans la cité, on vit le politique et on est réduit à des êtres politiques. On est réduit à des êtres politiques, mais on perd parfois de vue la dimension cosmique. Et ma foi, elle est importante, pour nous aider à respirer un peu le large, et respirer le désert, respirer autre chose. Parfois pour se renouveler. Vous savez, dans les traditions chamaniques, le chaman, c'est celui qui quitte la tribu pour évoluer dehors, sur une montagne, pour prendre le temps pour contempler, et pour revenir à la communauté avec un rêve.
Les communautés qui vivent enfermées, encerclées, ils ont besoin de temps à autre d'un rêve. Qui est le porteur de ces rêves? C'est Hayy ibn Yaqdan. Hayy ibn Yaqdan qui implique le hayat ou l'yaqada. Le hayat ou l'yaqada. Parfois, on est dans un coma culturel. On ne s'en rend pas compte, mais à mon sens, il y a des formes de coma culturel que nous vivons au quotidien aujourd'hui. Par exemple, quand je vois les enfants qui sont nés devant des écrans, là, je suis désolé, on a peur. On a raison d'avoir peur parce qu'on dit qu'ils n'évoluent pas, ils n'ont pas la sensation d'appartenir au cosmos. C'est une dimension qui manque. Il faudrait le rappeler. C'est très difficile pour ce genre de discours, de percer dans le brouhaha, avec le brouhaha et avec tout ce qui se passe, mais il y a besoin de le rappeler. Oui, donc vous constatez que, bon, par exemple, au début du paragraphe, 6e paragraphe, vous constatez que ces pérégrinations intellectuelles vous ont convaincu de l'existence d'une profonde différence entre les champs conceptuels occidentaux et arabo-musulmans. Et vous procédez à une analyse un peu originale, qui est l'analyse étymologique de certains concepts, comme le concept du progrès, monde, immonde, taqaddum en arabe, et après vous procédez aussi à la comparaison entre la conception, le concept de la liberté d'expression en Occident et ici. Alors, quelle est la nature de cette différence, de ce champ conceptuel entre l'Occident et le monde arabo-musulman? C'est-à-dire, moi je sens qu'on s'enrichit de la culture de l'autre et de la langue de l'autre. Quand on apprend la langue d'autrui, on s'enrichit. Et il faut vivre cette double appartenance, ou triple appartenance, ou quadruple appartenance, il faut la vivre en tant qu'une richesse. Parce que les langues sont telles des fenêtres qui nous permettent d'entrevoir la réalité cosmique d'un angle de vision. Rien qu'au sein de la culture européenne, par exemple, on a donné des images à des étudiants allemands, les mêmes images à des étudiants allemands et des étudiants espagnols. Et on leur a demandé de décrire ces images. C'était par exemple, au début c'était un pont. En allemand c'est die Brücke, en espagnol el puento. La description elle était totalement différente. Les Allemands, ils ont décrit le pont en termes de qualité féminine, en termes de beauté, de souplesse, en termes d'élégance. Alors que les Espagnols, ils ont décrit le pont en termes de solidité. Pourquoi? Pour la simple raison qu'en allemand, die Brücke est féminin, et qu'en espagnol, el puente est masculin. Donc vous voyez comment vous décrivez le monde, vous le décrivez différemment parce que vous venez de deux environnements linguistiques différents. C'est-à-dire que la langue nous permet de philosopher. C'est une richesse que d'avoir une multiplicité de langues parce que ça nous permet de voir cette diversité. Et c'est ça l'aya, l'insan aya. L'insan aya, c'est un miracle. Comment un Allemand peut qualifier la lune, la lune elle est féminin, en français, en allemand c'est der Mond, il est masculin. Par exemple, Schiller, il avait un poème extraordinaire qui ne peut pas être traduit en anglais. Pourquoi? Parce que l'article, il n'y a pas le féminin et le masculin en anglais. Donc vous ne pouvez pas traduire certains concepts et certaines idées pour la simple raison que vous n'avez pas l'article défini et vous n'avez pas le féminin et le masculin. Je ne dis pas que c'est une pauvreté. Je dis que c'est un spectacle de diversité, de multiplicité. Et c'est, khalq Allah, comment chacun de son côté, il apporte sa contribution à comprendre le monde. Donc c'est un spectacle de diversité. Et il ne s'agit pas, par exemple, d'émettre un jugement de valeur, voilà, cette langue elle est meilleure que l'autre. Non, c'est un spectacle de diversité. Il y a des langues. Quand même, ce spectacle de diversité, si on prend par exemple l'exemple de
ce que vous avez fait avec le concept progrès, ça peut amener à des destins un peu vraiment très différents. Tout à fait. Comme progrès et taqaddum, par exemple. Oui. Progrès, quand vous dites progrès, c'est progradus, en latin progradus, un pas en avant. C'est par rapport à regradus, rétrogradé ou regradus, c'est-à-dire un pas en arrière. Donc comment le progrès est conçu? Il est conçu comme un... c'est-à-dire marcher de l'avant, aller de l'avant, faire un pas en avant. C'est le contraire de regress, faire un pas en arrière. En arabe, c'est totalement différent. Taqaddum, on n'a pas que la dimension géographique. On a le temps et l'espace, parce que taqaddum et qidam viennent de la même racine étymologique. Donc quand je vous invite à taqaddum, je vous invite à effectuer un pas en avant. Le taqaddum qadam. Mais en même temps, je vous invite à passer, c'est-à-dire à devenir un passé, à appartenir au passé. Tasir qadiman. Taqaddam ya fulan, vous vieillissez, you are aging, comme disaient les Beatles, about aging, prendre de l'âge, vous passez, vous devenez du passé, taqaddam, tasir qadiman, c'est la dimension spatiale. Si vous, lorsque vous faites un pas, nécessairement, vous faites un pas aussi au niveau du temps. Donc il y a le temps et l'espace qui sont englobés dans la notion de taqaddum en arabe. Alors que le concept dans les langues latines, c'est un concept qui est lié fondamentalement à la géographie uniquement. Je ne fais pas un jugement de valeur, mais je dis que les concepts peuvent s'enrichir l'un de l'autre. On a besoin parfois de suivre un peu Hegel et dire qu'il faut chercher le développement dans l'histoire, c'est-à-dire changer de concept, mais parfois, lorsqu'on vit selon ce modèle hegelien, on a aussi le besoin d'effectuer un retour à d'autres concepts qui nous permettraient de vivre autrement le progrès. Donc, c'est un spectacle de diversité et c'est un voyage erratique dans des cultures qui nous permettrait de voir le monde autrement que de le voir nécessairement en termes de conflit. Moi, je suis là-bas chez nous. Nous, l'islam mieux que les autres. Non, l'islam nous invite plutôt à explorer cette diversité. À explorer la diversité. Il y a des tribus, par exemple, qui vivent en symbiose avec la nature, qui, au lieu de vous dire je bois un verre d'eau, ils vont vous dire je vais aller boire un verre d'eau. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement collés à la nature, liés à la nature, qu'ils voient l'acte de boire un verre d'eau, boire comme faire vraiment le pas pour aller à la rivière, pour moi. C'est un spectacle de diversité. Claude Agege, dans L'Homme de la parole, il nous en parle, et je veux dire, c'est fascinant. C'est fascinant. Et je trouve qu'en tant que musulmans vivant en Europe, on doit exploiter notre existence ici pour vraiment plus d'ouverture à l'égard des autres cultures et de ne pas toujours regarder à travers le prisme de nos concepts et les autres concepts. Non, il faut s'impliquer dans une danse un peu universelle. C'est Khalid, la modernité a donné à ce spectacle de diversité une autre orientation, parfois dévastatrice. Alors, regardons par exemple ce que vous faites ici, la comparaison entre le concept de la liberté d'expression. Tout à fait. Et vous pouvez nous parler un peu de ça, surtout de cet aspect aussi, on va dire, réduisant, bien dévastateur de certains effets de la modernité. Vous savez que nous vivons un paradoxe aujourd'hui. Un paradoxe. Il y a 3 mois, j'ai assisté à une réunion au Parlement européen autour de des libertés fondamentales et comment les sauvegarder pour sauvegarder la démocratie.